Conférence de presse hier du président de la République pour les 4 ans de son mandat. Face à la presse publique et privée, le chef de l'État a répondu à plusieurs questions portant sur la gouvernance et la vie de la nation. Décryptage dans ce journal. Lancement cet après-midi de l'opération vente à prix modéré de céréales, opération qui s'étalera jusqu'en septembre sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur, mesdames, bonsoir. Comme je l'annonçais dans les titres de cette édition, à l'occasion du 4e anniversaire de son investiture à la magistrature suprême, le président de la République, Issoufou Mahamadou, était hier face à la presse nigérienne. Cette conférence de presse a été l'occasion pour le chef de l'État de faire le bilan des 4 années de mise en œuvre du programme de renaissance dans ses 8 axes. De la sécurité, le président de la République a indiqué que c'est le secteur dans lequel il y a eu beaucoup plus de réflexion. S'il y a un point sur lequel on a beaucoup réfléchi avant d'arriver au pouvoir, c'est bien le secteur de la sécurité. Nous avons beaucoup anticipé sur les menaces auxquelles notre pays est exposé. Au moment où on rédigeait le programme de renaissance, on avait une carte de la zone sahélo-saharienne. Parce que vous savez, on dit que l'identité d'un pays est d'abord définie par sa position sur une carte. Et en regardant la carte de l'Afrique, en regardant la carte du Sahel, de la zone sahélo-saharienne, la première chose qui frappe, c'est la position centrale du Niger, dans cette zone qui s'étend de la Mauritanie au Soudan. Et à partir de ce constat, nous avons essayé d'évaluer les menaces auxquelles le Niger risque d'être exposé. Comment protéger les Nigériens face à ces menaces? Et ces menaces, c'est le terrorisme, vous le savez. Ces menaces, c'est le crime organisé également. Ces menaces, c'était les forces centrifuges qui étaient à l'œuvre déjà au Mali. Et face à tout ça, face à cette donnée, je dirais, puisque j'ai parlé de la position du Niger sur la carte, c'est une donnée géopolitique importante. Face à cette donnée géopolitique importante, nous avons défini une stratégie. Une stratégie qui prévoit, premièrement, d'instaurer ce que nous avons appelé le monopole de la violence de l'État. Deuxièmement, notre objectif a été de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité, de renforcer les capacités de renseignement également des forces de défense et de sécurité. Et troisièmement, notre stratégie a porté sur la diplomatie, parce qu'il fallait utiliser la diplomatie au service de la sécurité du Niger. Alors si je prends ces différents points, par rapport au monopole de la violence, nous nous sommes mobilisés pour empêcher qu'il y ait des armes de guerre à la disposition de quelques groupes que ce soit au Niger, en dehors de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons recensé tous les Nigériens qui détiennent des armes de manière légale. Et nous avons décidé de retirer toutes les armes, en particulier de guerre, qui sont détenues de manière illégale. Nous avons aussi procédé au déminage de certaines zones du Niger qui ont été théâtre de conflits par le passé. C'est en particulier le cas de la région d'Agadez. Ensuite, je l'ai dit, nous avons essayé de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité, les capacités opérationnelles. Cela passe bien sûr par un accroissement des effectifs. On a beaucoup recruté dans les forces de défense et de sécurité pendant ces 4 dernières années. On les a formés, on les a entraînés, on les a formés en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Ensuite, on les a équipés. On a, vous le savez, acheté même des avions de chasse pour assurer la sécurité du Niger, puisque le Niger est un pays très vaste. Donc cette dimension aérienne était extrêmement importante
à développer pour la sécurité du pays. Nous avons également, je l'ai dit, renforcé les capacités de renseignement. Nous avons même acheté un avion de renseignement très performant et qui nous rend beaucoup de services dans la situation actuelle que nous connaissons. Ensuite, nous avons aussi défini un certain nombre d'actions à entreprendre. La première action qui relève de la sécurité quotidienne, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les patrouilles rurales. C'est des patrouilles régionales, départementales, qui sillonnent quotidiennement le Niger, qui vont dans tous les villages de manière régulière pour sécuriser les habitants, les citoyens nigériens. Vous savez combien de véhicules on mobilise? Pour vous donner un exemple de l'ampleur de l'entreprise, j'ai fait le point tout à l'heure avec le ministre de l'Intérieur, c'est près de 800 véhicules qu'on fait circuler tous les jours à l'intérieur du Niger, dans les villages du Niger, pour sécuriser les Nigériens. Ça, c'est les opérations quotidiennes de sécurité, que ce soit sécurité urbaine ou sécurité rurale. Mais à côté de ça, nous avons aussi ce qu'on peut appeler des grandes opérations, des opérations lourdes. On a lancé 3 opérations lourdes, ou même 4. La première, en arrivant aux affaires qu'on a lancée, c'est l'opération Malibéro. Pourquoi cette opération? Cette opération, nous l'avons lancée pour endiguer les effets négatifs de la crise libyenne. Et vous avez vu que la crise libyenne a eu des conséquences ailleurs qu'au Niger. Elle a sauté le Niger pour avoir des conséquences que vous connaissez dans un pays voisin. Donc ça, c'est la première opération lourde qu'on a eu à mettre en place pour sécuriser notre pays et pour empêcher à quelques fractions armées que ce soit de prendre pied sur notre territoire. La deuxième opération lourde qu'on a eu à lancer, c'est pour faire face aux conséquences de la situation au Mali. C'est ce qu'on appelle l'opération Corée, ça veut dire bouclier en germain. Et cette opération, elle est installée dans le nord, Tillabéri, pour empêcher toute infiltration terroriste sur notre territoire. La troisième opération concerne la région de Difa. C'est l'opération Inga. Cette opération aussi Inga en Béréberie veut dire bouclier. Et celle-là est dirigée pour sécuriser la région de Difa contre Boko Haram. Et enfin, il y a une opération qu'on a mise en place en collaboration avec les Tchadiens, qu'on appelle opération Maïdounama. C'est l'offensive que nos forces ont menée à l'intérieur du Nigeria, en profondeur à l'intérieur du Nigeria, pour chasser Boko Haram des villes du Nigeria. Cette opération a été lancée le 14 mars et elle est pratiquement terminée avec un réel succès, puisque tous les objectifs ont été réalisés, tous les objectifs ont été atteints. Nous avons libéré la ville de Damasak, la ville de Douchi, la ville de Gachegar et la ville de Malanfatri. Et je vous affirme, nos soldats se sont battus comme des lions. Et d'ailleurs, les Tchadiens disent, mais les soldats nigériens, c'est des lions. C'est ce que disent les soldats tchadiens. Alors nous-mêmes, nous disons que les soldats tchadiens, c'est des lions. Et eux, ils disent que les soldats nigériens, c'est des lions. Et donc, Boko Haram avait affaire à 2 armées de lions. Et c'est tout à fait normal qu'on ait écrasé Boko Haram. De l'unité nationale, le président de la République a précisé à ce niveau que la formation d'un gouvernement d'union nationale en août 2013 est la traduction de sa profonde conviction que sans rassemblement, sans l'unité nationale et sans cohésion sociale, le Niger demeure un pays fragile dans les réalisations de ses projets et programmes de développement. J'ai une conviction. Cette conviction, je l'ai depuis 1999. 1999, c'est 10 ans après la mise en place du processus démocratique de notre pays. J'ai vu l'instabilité qui a caractérisé cette période. Et je me suis dit que pour éviter cette instabilité, il faut un temps de transition démocratique pour le Niger. Temps pendant lequel, après une élection, le vainqueur doit rassembler pour travailler dans l'intérêt du pays. Vous reprenez mes interventions de 1999, vous allez retrouver ces positions. Vous reprenez toutes mes interventions depuis cette date. J'ai été constant et je suis toujours sur cette conviction. Le Niger
pendant un certain temps, a besoin de rassemblement, a besoin d'unité, parce que notre pays est fragile. Et cette unité doit se réaliser autour du président de la République élu. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ça sera un autre. Et le conseil que je donnerai au prochain président, ça sera toujours de veiller à rassembler les Nigériens. Donc, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire au mois d'août 2013. Au départ, on a pu trouver un accord. On a trouvé un accord sur tous les partis politiques étaient d'accord. En cours de route, certains ont changé de position, ont changé la position de leur bureau politique. Leurs camarades ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, le bureau politique a décidé, à partir du moment où le bureau politique a décidé, eux, ils vont rentrer dans le gouvernement. Nous avons un gouvernement qui est normalement constitué et encore une nouvelle fois, l'objectif c'est de rassembler les Nigériens. Vous faites allusion à l'Assemblée. L'Assemblée, à ce que je sache, il n'y a pas de problème à l'Assemblée. L'Assemblée, c'est une institution qui marche bien. Et en fait, la Cour constitutionnelle, je ne comprends pas votre obsession, monsieur le journaliste, sur la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit clairement qu'il n'y a pas de Cour constitutionnelle plus démocratique que celle qu'on a au Niger. Cette conférence de presse a été aussi l'occasion pour le président de la République de présenter le bilan de toutes les réalisations effectuées en 4 années dans les domaines des infrastructures routières et préciser aussi les efforts déployés dans la mise en œuvre du programme Niamey-Niala. Alors, en ce qui concerne les infrastructures routières, nous avons réalisé ou en cours de réalisation près d'un millier de kilomètres en termes de routes bitumées. Plus précisément, je crois, 940 kilomètres réalisés ou en cours de réalisation. Nous avons prévu cette année de lancer d'autres chantiers. Il y a déjà des chantiers pour lesquels les études sont terminées et il y a des chantiers pour lesquels les études sont en cours. Notre objectif, c'est de pouvoir lancer 1600 kilomètres de route bitumée. Ce qui fera, si vous faites la somme, à peu près 2500 km de route, soit déjà réalisée, soit en cours de réalisation. C'est ça notre objectif d'ici la fin du mandat. Nous avons également les routes rurales pour lesquelles des actions extrêmement importantes ont été faites. Là, nous avons prévu de faire, je crois, 2500 km de routes rurales. Je n'ai pas le chiffre exact du taux de réalisation, mais nous sommes très avancés également dans la réalisation des routes rurales. Et nous lions encore une fois ces problèmes relatifs aux infrastructures à l'initiative 3N. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire, c'est de lier les centres de production au marché. Et donc, il faut faire des routes, soit des pistes rurales, soit, pourquoi pas, des routes bitumées, là où c'est nécessaire. Bientôt, nous avons un certain nombre de routes à lancer. Nous allons lancer la route d'Istanbul-Awa, je crois, qui fait 450 km. Nous avons également à lancer un certain nombre de routes comme Tchad-Oua, Meyaï-Tessawa, comme Dingas, Hamdara, Ouacha, Dingas, etc. Récemment, vous avez vu qu'on a lancé Filengue et Loga. On va très bientôt également lancer Balera Filengue également. Je ne vais pas vous citer tous les projets qui sont en cours dans toutes les régions. Ça, c'est pour vous donner quelques exemples. Donc, par rapport à ça, nous tiendrons nos promesses. Niamey n'avait pas la physionomie d'une capitale digne de ce nom. C'est pour cela qu'il fallait faire des investissements importants dans les échangeurs. On a déjà fait l'échangeur Mali-Béro et actuellement l'échangeur du rond-point de Martyr qui est en cours. Et j'espère pouvoir l'inaugurer, Inch'Allah, en octobre. Et ensuite, nous allons lancer l'échangeur de l'école Djouri, de l'école Djouri Hamani, qui portera le nom d'ailleurs du premier président du Niger. Ça sera l'échangeur Djouri. Il faut honorer le père de l'indépendance du Niger. Et vous allez voir, ce quartier là-bas est totalement transformé. Et pour ça, le financement est totalement acquis. Nous avons également le financement en ce qui concerne les 70 km de voirie de Niamey qui est acquis. Il y a quelques semaines, nous avons eu à lancer d'ailleurs le premier tronçon
de 22 km de voirie pour la ville de Niamey. Nous avons la corniche également que nous allons aménager de part et d'autre des deux rives du fleuve. Je ne sais pas si vous avez remarqué récemment, beaucoup de Niaméens sortent au bord du fleuve pour se récréer au bord du fleuve. Donc nous allons faire des aménagements qui puissent leur permettre de se récréer dans de bonnes conditions. En ce qui concerne l'amélioration des indicateurs sociaux, le programme de la Renaissance a consisté dans ce domaine dans le domaine de l'emploi à un recrutement massif à la fonction publique. Le président de la République en a fait cas hier soir au cours de cette conférence de presse. J'ai promis 50 000 emplois par an, ça fait 250 000 emplois sur les 5 ans. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons créé plus de 600 000 emplois, temporaires et permanents. Et sur ces 600 000 emplois temporaires ou permanents, il y a 140 et quelques mille emplois permanents. Donc je pense que nous avons tenu notre promesse. Nous ne sommes pas encore à la fin du mandat, mais le programme de Renaissance, avec tous les chantiers qui ont été ouverts dans le pays, a permis d'employer, a permis de créer des milliers et des milliers d'emplois. Et ça, on ne tient pas compte des efforts qui ont été faits pour occuper les producteurs dans le cadre de l'initiative 3e en permanence. Parce que ces producteurs, avant l'initiative 3e, après les cultures pluviales, c'est le chômage, ou bien c'est l'exode. Nous les avons fixés sur le terrain. Ils font donc l'irrigation pour pouvoir atteindre les objectifs de production que nous nous sommes fixés dans le cadre de l'initiative 3e. Donc là également, je pense que nous avons tenu notre promesse. Nous sommes en train de recruter, comme vous le dites, mais il nous faut de plus en plus des gens d'expérience. Et c'est pour cela que j'ai dit on va faire appel par exemple à la diaspora, même s'il faut faire perdre de contrats particuliers, ces compatriotes de la diaspora qui ont des situations assez intéressantes là où ils sont actuellement. S'il faut les faire revenir au Niger, il faut peut-être les payer en conséquence. Nous sommes en rapport également avec un certain nombre d'institutions pour pouvoir créer les conditions de renforcement des capacités de l'administration. C'est le cas de la Banque mondiale et d'autres institutions. Pour le chef de l'État, les promesses ont été également tenues dans les domaines de la santé et de l'éducation à travers la construction des infrastructures et la dotation des centres de santé et établissements scolaires en matériel adéquat. On a fait beaucoup d'efforts dans le financement de la gratuité des soins. Je crois qu'on a dû, en 4 ans, débourser près de 25 milliards pour la gratuité des soins. Le stock d'arrivée, ça doit être 38 milliards. Vous avez dit une trentaine de milliards, 38 milliards. Mais on a payé, le gouvernement a payé près de 25 milliards pour la gratuité des soins. Et le gouvernement a élargi même le cercle des bénéficiaires de la gratuité des soins, notamment aux personnes âgées. Un des problèmes qu'on a, vous vous rappelez, on a recruté de manière massive des médecins. Et on a eu à affecter ces médecins dans des centres de santé où les plateaux techniques n'étaient pas suffisants pour leur permettre de travailler au niveau de leur responsabilité. Donc nous avons décidé de renforcer les plateaux techniques, non seulement au niveau des hôpitaux, des centres de santé dans les grandes villes, mais également au niveau des autres centres de santé. On est en train de multiplier les centres de santé dans le pays pour accroître le taux de couverture. Vous savez, le taux de couverture était très faible, était de 48% en 2011. On a progressé un peu, on est à 50% actuellement. Et compte tenu des centres de santé qui sont en cours de réalisation et les centres, les cases de santé qu'on va transformer en centres de santé d'ici la fin de l'année 2015, nous allons faire passer le taux de couverture à 65%. C'est une promesse très forte que j'ai faite. École gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais c'est un chemin, c'est un processus. J'ai coutume de dire, quand je dis maintenant je vais à Agadez, de manière instantanée je ne suis pas à Agadez. Il faut que je
j'emprunte un véhicule, il faut que je passe à plusieurs étapes. Donc c'est la même chose, c'est le même cheminement. L'objectif est fixé. Maintenant, il faut créer les conditions pour la réalisation progressive de l'objectif. Nous sommes en train d'avancer vers la réalisation de cet objectif. Parce que c'est quoi l'école? C'est les infrastructures, c'est les formateurs, il faut des enseignants, c'est les fournitures, il faut de bons programmes. Et sur tout ça, nous sommes en train de progresser. Par rapport aux infrastructures, par exemple, nous avons aujourd'hui déjà exécuté, ou en cours d'exécution, plus de 14 000 classes. Plus de 14 000 classes. Ma promesse était de faire 2500 classes par an. Bon, on dit souvent 3000 classes, mais dans le programme de Renaissance, c'est 2500 classes. C'est en cours de route que je me suis rendu compte que ce n'est pas suffisant et que j'ai dit je vais porter l'objectif à 3000. Mais sinon, la promesse que j'ai faite aux électeurs, c'était 2500. Mais maintenant, on fait 3000. Et on est à 14 000. 14 000 classes entre enseignement primaire, enseignement secondaire et puis formation professionnelle et technique. Je voudrais vous rappeler ici que de 2000 à 2010, il a été fait 3000 classes en 10 ans. 3000 classes en 10 ans. C'est ce que nous faisons chaque année. Et à la fin du mandat, Inch'Allah, on fera plus de 15 000 classes dans le pays. Ça, c'est les infrastructures. Au niveau de la formation des ressources humaines, nous avons créé beaucoup d'écoles normales, nous avons augmenté le nombre d'écoles normales pour augmenter le nombre d'instituteurs dont l'école nigérienne a besoin. Au niveau du secondaire, est-ce que vous savez que de 2000 à 2010, la formation des professeurs de CG a été arrêtée? On est surpris aujourd'hui de constater qu'il y a un déficit en professeurs de CG. Mais c'est un retard qui a été accumulé pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'y a pas eu de professeurs de CG formés. Je me rappelle, quand j'étais dans l'opposition, j'ai dénoncé ça. Je disais que l'école normale supérieure de la rive droite, c'était l'armée mexicaine. Il y a plus de généraux que de soldats, parce qu'il y avait des professeurs, mais il n'y avait pas d'élèves. Mais nous sommes en train de corriger ça. Nous sommes en train de former des professeurs de CG à un rythme assez important. Et Inch'Allah, le retard accumulé pendant 10 ans va être rattrapé. Donc, dans le secteur de l'éducation, nous sommes en train de réaliser nos promesses. Oui, à noter que cette conférence de presse a été suivie en direct par les téléspectateurs sur toutes les chaînes de télévision, tant publiques que privées. Ce matin, nos reporters ont sillonné la ville pour recueillir leurs impressions. Moi, je pense que vraiment, relativement, il reste beaucoup à faire. Mais vraiment, tout le monde sait que pertinemment, beaucoup de choses ont été faites. Ça, vraiment, on n'a pas besoin d'être de tel ou tel bord pour s'en convaincre. Oui, vraiment. Et au niveau de l'éducation, vous avez vu vraiment partout, dans chaque village du Niger où vous partez, vous allez trouver au moins un chantier de classe. Ça, au moins, c'est quelque chose de palpable, de visible. Hein? Et au niveau de toutes ces écoles-là, il y a les équipements qui ont suivi, les tables, bancs et tout le reste. Les enseignants ont été recrutés au niveau de toutes les écoles. Donc vraiment, quelque chose a été fait quand même au niveau de l'éducation. Au niveau de l'agriculture, là également les résultats sont palpables. Puisque vous vous rappelez, pendant ces 4 dernières années, c'est pratiquement des situations de sécheresse récurrentes. Mais grâce à la vision du président de la République, en tout cas qui a dit que sécheresse ne signifie pas famine, effectivement on a évité la famine. Je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Autre aspect, c'est aussi l'aspect sécuritaire. Il faut regarder autour de nous ce qui se passe pratiquement au nord, au sud, n'est-ce pas, et à l'ouest. C'est des situations vraiment de guerre qui sévissent, mais le Niger qui est le plus exposé pour être justement soumis à ces guerres-là, ces guerres ont été évitées grâce justement à la prévision, grâce à la vision et évidemment à la capacité de prévenir, d'anticiper sur les événements. Ça, ce sont des résultats palpables parce que cette sécurité-là, tant qu'elle manque, on ne peut rien envisager.
non seulement on a préservé la paix, peut-être les Nigériens ne réalisent pas l'atout, mais en plus de ça, en plus des efforts consentis dans le domaine de cette sécurité, il y a eu beaucoup de réalisations, notamment dans le domaine de l'enseignement, notamment l'enseignement supérieur. Je sais qu'il y a en tout cas une volonté qui a été très affichée avec la multiplication des universités. Pratiquement aujourd'hui, dans chaque chef-lieu de région, il y a une université. C'est vraiment un rêve qui vient d'être satisfait parce que sans l'enseignement supérieur, sans cadre supérieur, un pays ne peut jamais avancer. L'idée même d'oser créer des universités au niveau de chaque région en soi-même, c'est quand même quelque chose qui détermine la bonne volonté et puis vraiment une certaine vision de l'avenir du pays. Et je pense que le bilan est largement positif, mais il faut songer, et ça c'est la responsabilité de nous tous, trouver les voies et les moyens pour consolider les acquis. Parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu beaucoup de réalisations. Maintenant, il faut travailler pour aller dans le sens de la consolidation de ces acquis pour vraiment pérenniser afin que les Nigériens profitent, n'est-ce pas, de ces grands investissements. Je crois que les points sur lesquels il s'est engagé, il les a tenus. Bon, c'est que vous êtes un pays où on a toujours besoin d'un plus. C'est pourquoi peut-être certaines performances n'apparaissent pas comme étant atteintes. Mais sinon, moi je trouve que vraiment, par rapport à ce dont il s'est engagé, je crois que vraiment, il a fait un bon résultat. Il a fait un bon résultat dans la mesure où, point par point, secteur par secteur, on a vu des concrets, on a vu des choses vraiment que tu peux toucher des doigts. Et dans le domaine de la santé, lui-même il a dit, ils ont fait beaucoup par rapport à la gratuité des soins, par rapport à un certain nombre de besoins